Alors, au niveau des enjeux identifiés, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous les présenter. Bien, bonjour. Donc, au niveau des enjeux, vous avez un graphique là qui met au centre effectivement l'enjeu majeur du deuxième PLH qui doit être un PLH de compétitivité pour la CUC. Alors pourquoi compétitivité? Parce qu'effectivement on est dans un monde complexe, on le voit bien aujourd'hui, où nous avons effectivement des atouts, des points négatifs contre lesquels il faut lutter, et également des facteurs de complexité qui sont plutôt dans l'environnement général du domaine de l'habitat et du domaine économique en général. Donc il s'agit effectivement de bâtir un PLH de compétitivité dans une logique de marketing. Il faut effectivement savoir vendre le territoire aujourd'hui. Rien n'est jamais acquis. Et il faut donc rendre la CUC visible et attractive sur son territoire. Et en s'appuyant notamment sur le développement économique pour cela. Il faut également savoir s'appuyer sur les acquis du premier PLH qui a été mis en œuvre. Je vais y revenir rapidement. Et puis effectivement, bien, avoir toujours une vision du contexte. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de se dire que lorsqu'on aura défini un programme pour 6 ans, on pourra s'y tenir sans y veiller au jour le jour. Aujourd'hui, il faut savoir dresser une ligne d'horizon, mais bien évidemment, pouvoir regarder avec attention ce qui se passe, réorienter. Et vous verrez que pour cela, on préconise d'avoir un suivi, une observation annuelle du PLH et également, à mi-parcours, en quelque sorte, de s'autoriser à redéfinir éventuellement des objectifs s'il s'avérait que c'était nécessaire de le faire. Sur les points positifs, je rappellerai simplement effectivement que nous avons l'avantage d'avoir un premier PLH. Ce premier PLH était l'occasion pour les partenaires, pour la communauté urbaine, pour les communes, les partenaires HLM, les partenaires privés, de s'associer ensemble dans une réflexion pour définir effectivement ce que devait être la politique de l'habitat sur le territoire. Et ça, cet apprentissage collectif, commun, a permis effectivement de travailler ensemble pendant 6 ans. On a appris aussi à relativiser aussi, finalement à voir aussi les difficultés mises en œuvre d'un programme de l'habitat. On avait des ambitions qui n'ont pas été atteintes, il faut savoir le dire aussi. On avait un objectif de 4500 logements à produire, on n'en a produit que la moitié. Alors, par contre, on sait expliquer pourquoi. On a vu une ambition foncière qui n'a pas pu être mise en œuvre aussi rapidement que prévu. Ça, c'est la complexité du droit, la réalité aussi. On pensait avoir beaucoup plus de foncier par les voies amiables. En fait, on était partout en expropriation. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça, c'est une difficulté. Mais c'est un atout aussi aujourd'hui parce que finalement, ma foi, le foncier qui était quasiment marginal en termes de détention par les collectivités, aujourd'hui est un foncier qui est maîtrisé. Et la collectivité, la communauté urbaine notamment, va pouvoir détenir environ plus de 60 hectares pour mettre en œuvre sa politique de l'habitat. Et on a bien vu dans le premier PLH que c'était vraiment une grosse difficulté parce qu'on avait des projets et on ne savait pas où les localiser. Donc ça, c'est un acquis du premier PLH qu'il faut bien avoir en tête. Un second acquis du PLH dans les points positifs, c'est qu'on a aussi des outils juridiques à disposition et notamment le plan local d'urbanisme intercommunal qui est aussi le support qui permet de décliner de façon très opérationnelle les opérations lorsqu'elles arrivent. Et on n'est pas obligé d'adapter les documents d'urbanisme, et ça, c'est du temps gagné. On a également développé des modes d'aménagement, soit par voie de zone d'aménagement concerté, soit par voie de concession d'aménagement, soit également par des études préalables qui ont permis aussi de poser la programmation du premier PLH. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans les starting blocks, j'ai envie de dire, pour pouvoir mettre en place ces programmes d'habitat. On n'est plus dans le préalable de l'aménagement foncier. Et cet aménagement foncier, qui est toujours quelque chose de long, on a mis 6 ans à le faire, mais aujourd'hui, on est prêt. Et puis, on a quand même commencé aussi, de façon très visible, des opérations importantes qui avaient été préparées d'ailleurs bien en amont de 2006 et qui sont notamment les opérations de renouvellement urbain que vous connaissez bien sur le territoire de la ville. C'est l'opération de rue entre terre et mer. Et là, on voit qu'on a commencé à métamorphoser la ville. Et ça, c'est une chose importante parce qu'effectivement, on a commencé à donner le signal d'une transformation urbaine. Et là, on est complètement dans l'optique de la stratégie d'attractivité que l'on souhaite prolonger à travers le deuxième PLH. Dans les points négatifs, parce qu'il faut aussi en parler, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, oui, on continue à perdre des habitants. Donc ça, c'est vraiment un souci pour le territoire. Alors, on l'explique aussi par le retard aussi à l'allumage, finalement, de ce PLH1, qui n'a pas su offrir peut-être des conditions d'accueil suffisantes.
Mais quand même, c'est une alerte sur laquelle il faut effectivement être vigilant, parce qu'on constate quand même que pendant ce même temps, la périurbanisation a continué. Donc les communes limitrophes de la communauté urbaine se sont développées. Donc ça veut dire aussi qu'il y a quand même une tendance naturelle, et qui d'ailleurs n'est pas spécifique à l'agglomération de Cherbourg, mais bien sur le territoire national. On observe bien les villes-centres qui ont tendance à se vider au profit de la périurbanisation. Et donc ça, c'est vraiment très important. Il faut pouvoir offrir sur un territoire, non pas un développement comme on l'observe sur la périphérie, de plutôt un habitat pavillonnaire un peu simple, un peu reproduit, j'ai envie de dire un peu identique un peu partout de la même façon, mais il faut savoir offrir une qualité spécifique, un habitat moderne, un modèle de développement durable sur lequel il faut vraiment donner envie aux gens de venir, effectivement venir profiter de l'agglomération, de ses équipements, de ses facilités aussi, proximité des pôles d'emploi, transport en commun, services. Et ne plus laisser continuer ce développement d'étalement urbain qui pose les problèmes que l'on connaît en matière de déplacement notamment. Et puis sur les tendances complexes, eh bien, écoutez, on le vit tous les jours, c'est-à-dire l'évolution. On approuve un PLH en 2006, et puis en 2008, il y a une crise mondiale qui apparaît, une crise financière, qui bien évidemment paralyse un peu les initiatives, et ce qui explique aussi en partie effectivement que ce PLH1 n'a pas pu développer toutes les ambitions qu'on lui avait assignées. On a également, le reste je vous l'ai dit. Donc on peut peut-être passer sur l'orientation que l'on préconise de façon très opérationnelle, parce que un PLH c'est très pragmatique et on se fixe vraiment des objectifs chiffrés. Donc je vais essayer de vous présenter les raisonnements qui ont conduit à préconiser une certaine production de logements sur la période 2013-2018. Alors, en général, lorsqu'on programme une perspective de logement, on s'appuie d'abord sur les données du recensement. Or, les derniers recensements connus, c'était 2008, lorsqu'on a commencé le raisonnement. Donc, on a un calcul un peu compliqué, où en fait, on développe, à partir du recensement 2008, des perspectives jusqu'en 2018, donc c'est une période de 10 ans. Et après, on atteint donc un nombre de logements à produire pour atteindre l'objectif que je vais vous décliner ensuite. Et donc, sur ces périodes de 10 ans, en fait, on va retirer toute la production qu'on a identifiée entre 2008 et 2012, de façon à rattraper l'objectif sur 6 ans du PLH auquel on s'intéresse. Si ce n'est pas clair, j'y reviendrai. Donc, pour identifier les besoins en logement, il y a d'abord un phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est le phénomène qui est partout observé en France, c'est le phénomène de desserrement de la taille des ménages en moyenne. On passe de recensement en recensement à un une taille moyenne de logement qui baisse tendanciellement. On était après-guerre peut-être à 2,6, 2,8 et aujourd'hui on est à 2,32 en moyenne et ça va continuer. Alors, quand on est à Cherbourg, il y a un phénomène spécifique sur Cherbourg. C'est vrai que sur Cherbourg, on a déjà atteint un niveau très faible de taille moyenne de logement parce qu'on est en dessous de 2. On est en dessous de 2 et on pense qu'effectivement, il ne faudrait pas prolonger la tendance peut-être de manière linéaire parce qu'on risquerait peut-être d'être un peu pessimiste. Donc sur Cherbourg, on a préconisé un peu une sorte de tendance, un peu un asymptote pour essayer quand même de ne pas être trop pessimiste et avoir des hypothèses de construction de logements surabondantes. Et par contre, sur les autres communes, on a continué la tendance parce qu'on pense que c'est vraiment ce qui sera le cas. Donc, à population identique sur le territoire, pour maintenir simplement la population du simple fait du desserrement, c'est simplement le phénomène de divorce, le phénomène de départ des jeunes un peu plus tôt, etc., il faudrait construire 2480 logements sur la période pour simplement maintenir la population. Ensuite, on a fait un autre phénomène que l'on observe, c'est le renouvellement du parc, c'est-à-dire le simple fait de démolition. Donc, pour compenser ces démolitions, qui sont d'environ 0,1% par an, donc sur 10 ans 1%, il faut prévoir 450 logements. Et puis, on a proposé aux élus plusieurs scénarios. Soit un scénario un peu pessimiste qui consistait à dire finalement on baisse, on perd des habitants et on va continuer. Donc, voilà, on n'aura pas de nouveaux habitants. Ou alors un phénomène de maintien, ou au contraire, une perspective de légère croissance de la population. C'est ce dernier objectif qui a été retenu par les élus. Pour cela, on a quand même quelques atouts, ce n'est pas simplement un vœu pieux, on a quand même des perspectives assez intéressantes en matière économique avec les énergies marines renouvelables.
Et on pense effectivement que rien que sur ce fait-là, un bon maintien aussi de l'activité économique sur les zones économiques au niveau du nucléaire qui continue quand même à être observé. Donc on a pris un taux de croissance modeste de 0,2% par an. Et donc, avec une hypothèse de taille moyenne des ménages qui arriverait sur le territoire, calée sur 2,1, qui est donc un chiffre assez faible. Et donc, pour accueillir cette croissance, il faut donc 720 logements. Donc au total, si on additionne 2480 pour le simple phénomène de desserrement, 450 pour le renouvellement et les nouveaux habitants 720, on a donc un besoin sur 10 ans de 3650 logements. De ça, on retire en fait la construction neuve que l'on a comptabilisée, permis par permis, sur le territoire entre 2008 et 2011-2012, et on a environ 1420 logements donc, qui ont été identifiés. Plus, on intègre aussi le fait que nos opérations de renouvellement, de réhabilitation de l'habitat, permet de remettre sur le marché des logements qui sont aujourd'hui vacants. Donc il n'est pas besoin, lorsqu'on remet des logements vacants existants sur le marché, d'aller construire des logements neufs. Et donc, on est sur un rythme environ de 20 logements par an qui sont remis sur le marché. Et donc, pareil, ce besoin-là est défalqué du besoin global. Donc, au total, le chiffre qui est à retenir comme objectif sur le PLH 2, ça serait de produire sur le territoire de la communauté urbaine 2110 logements sur la période de 6 ans. Ce qui fait un rythme moyen de 350 logements. Alors, est-ce que ce rythme est un rythme qui est réaliste ? Eh bien, on peut vous le confirmer parce qu'on a fait l'analyse rétrospective de ce que l'on a constaté comme autorisation d'urbanisme sur la période précédente, du premier PLH, et ce chiffre est de 330. Donc vous voyez, 330, 350, on est finalement sur un rythme observé dans une période qui n'était pas beaucoup meilleure parce qu'on a vécu la crise pendant cette période-là. Donc on voit qu'on est sur un objectif qui est plutôt finalement réaliste tout en affichant une certaine ambition de croissance. Donc on espère que cette fois-ci, par rapport au PLH, on atteindra nos objectifs sur la période. Nous avons aussi, comme pour le premier PLH, veillé à bien vérifier qu'on était capable de localiser, de territorialiser les objectifs qu'on s'assignait. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je veux construire ton logement si, d'une part, on n'a pas les terrains pour accueillir ces logements, soit sur les terrains d'extension, soit sur les zones de renouvellement urbain, eh bien, on sera incapable d'atteindre l'objectif. Donc, on s'est astreint à vérifier par rapport au plan local d'urbanisme si effectivement on pouvait localiser ces opérations. Donc à la fois, on a vérifié sur les zones, commune par commune, sur les zones U, donc urbaines, et AU, zones de développement, si on pouvait effectivement le faire. Et donc on a fait, alors je ne sais pas si c'est sur le tableau d'après, mais effectivement on a fait effectivement cette localisation. Et donc on vérifie effectivement que l'on peut localiser sur notre territoire plus de 2200 logements de manière très opérationnelle sur les zones qui sont aménagées, voire même qui ont déjà un début d'aménagement. Donc un opérateur, un concessionnaire de zone qui permet notamment d'assurer la viabilité, etc. Donc on est vraiment, on n'est plus dans les starting blocks, on est vraiment maintenant dans le mode opérationnel. Alors, ce qu'on a proposé comme mode de développement aussi pour favoriser le renouvellement urbain, on a proposé aux communes, dans un esprit aussi d'équité entre les territoires de la communauté urbaine, pour que chaque commune puisse aussi avoir une vision de son développement, qui n'est pas une sorte de guerre de celui qui ira plus vite, prendra tout le potentiel de développement. On a donc proposé que dans les zones à urbaniser, on fixe sur les zones qui sont parfaitement identifiées un maximum de logements sur la zone. Donc par exemple sur Cherbourg-Octeville, la zone qui est dédiée à cette extension, c'est la zone bien connue pour vous, je pense, de la zone de Grimesnil-Monturbet. Et donc, sur cette zone, vous verrez qu'on propose un potentiel de 600 logements sur la période. Donc, qui est en deçà du potentiel, mais qui permet effectivement d'assurer quand même une part importante de l'accueil de ce programme sur la ville. Et puis, on propose un nombre plancher pour aller à l'objectif commune par commune, qui est là par contre sur les zones U. C'est-à-dire qu'en fait, les zones U pour accueillir un nombre de logements qui n'est pas forcément limité. C'est-à-dire que si les communes font un effort en matière de renouvellement urbain, ça va dans le sens du développement durable, on ne consomme pas de nouvelles terres agricoles, et donc dans ces cas-là, on est plutôt pour dire aux communes, eh bien, écoutez, on favorise cette ligne-là, et si vous faites un peu plus de logements que prévu en zone U, eh bien, écoutez, ça sera finalement une bonne chose pour l'ensemble du territoire.
Et donc, on a donc ces chiffres que vous pouvez d'ailleurs vérifier au niveau de l'ensemble des communes de la CUC. Donc, on a sur la commune de Cherbourg-Octeville prévu, par rapport à l'objectif de 2110 logements, on est identifié comme pouvant être localisés de façon très concrète, donc comme je vous le disais, sur le territoire, 1087 logements sur Cherbourg-Octeville, dont 600 sur la zone, on peut le dire, sur la zone de Grimesnil-Monturbet uniquement. C'est la seule zone qui est proposée en développement pour aussi assurer une bonne commercialité de cette ZAC. Et puis le reste se développera en zone U. Et notamment, vous le présentez, c'est également sur tout le quartier des Bassins, la ZAC qui est également en cours d'aménagement sur le secteur Carnot. Sur les autres communes, vous le voyez, on a des chiffres qui sont assez équilibrés. Et également, donc, par exemple, on voit bien sur certaines communes, on n'a pas identifié de terrain disponible en zone U, donc on a mis 0. Et tout le développement se fera en zone à urbaniser. Et donc, on a cette adéquation entre un potentiel et l'objectif. Donc, 2200, 2100, on sent qu'effectivement, on est dans ce réalisme et ce pragmatisme qu'on recherche. Et de toute façon, on a toujours cette clause de revoyure que l'on affirme, qui sera effectivement d'abord tous les ans des bilans, et tous les 3 ans, si on observait qu'il y avait un décalage par rapport à ce qu'on vous présente aujourd'hui, eh bien, on s'autorise effectivement à rediscuter de tout ça. Alors, par rapport au parc social, là, on parlait globalement, tout segment de logement confondu. Maintenant, par rapport au logement social, toujours un sujet délicat. Combien faut-il mettre de logements sociaux dans une agglomération qui compte déjà une part importante de logements sociaux, puisqu'on est environ à 40%, pour faire simple, de logements sociaux. Faut-il arrêter d'en faire? Ça serait une erreur, parce qu'il faut savoir renouveler le parc, parce que sinon on irait vers une obsolescence du parc qui n'est pas souhaitable. Et pour autant, il ne s'agit pas d'en faire non plus trop, parce qu'on créerait finalement dans un marché qui est quand même un petit peu détendu, des risques de vacances. Donc il faut jouer finement. Et on a eu l'avantage finalement d'avoir une étude qui avait été réalisée par Bassin d'Emploi très récemment. Et l'Adréal, la Caisse des dépôts et la RHLM avaient fait une étude qui préconisait d'avoir sur le secteur de Cherbourg un taux de logements sociaux pour les futurs PLH de l'ordre de 15%. Donc on a préféré finalement bénéficier de cet acquis de réflexion pour caler en fait notre scénario de programmation de logements sociaux à ce niveau, ce qui fait donc par rapport aux 2110 logements, une programmation assurée de 317 logements à vocation sociale. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant les orientations stratégiques du PLH. Donc là on rentre effectivement dans la deuxième phase, après ce diagnostic et ses enjeux. On est donc là à décliner de façon très opérationnelle différents axes. Donc le principe transversal, ça sera d'inscrire la politique de l'habitat dans une logique de marketing territorial, on en a déjà parlé. L'axe 1, et ça c'est transversal, à chaque fois il faut se battre finalement pour réussir cette politique. L'axe 1, ça sera de développer une offre de logements diversifiée et abordable. Il ne s'agit pas de faire d'être en dehors du marché. L'axe 2, poursuivre les efforts en faveur du logement existant. L'axe 3, ajuster l'offre locale existante à la demande des publics spécifiques. Et l'axe 4, faire vivre le PLH. Donc, je vais rapidement vous décliner l'axe 1. Le programme d'action. Donc là, c'est l'aspect très opérationnel. Donc on a 5 axes d'intervention sur ce programme d'action. Développer l'offre de logements abordables et diversifiés. Mettre en œuvre les conditions d'un aménagement durable au cours du PLH 2013-2018 et bien évidemment au-delà. Poursuivre les efforts en faveur du logement existant. Ajuster l'offre locale existante à la demande des publics spécifiques. Et animer la mise en œuvre du PLH pour en faire un véritable outil de marketing territorial. Donc ça, on peut passer. Donc l'offre de logement diversifié, on l'a déjà un petit peu vu, ça finalement. Donc on peut peut-être passer. Je pense qu'on a déjà expliqué tous ces chiffres. Donc l'action 2, favoriser la programmation de logements locatifs sociaux et à vocation sociale. Donc là, on revient effectivement sur l'idée de produire du logement locatif, donc ce qu'on appelle les financements plus et PLAI, plus et usage social, et PLAI c'est pour les personnes plus défavorisées d'intégration, donc avec un niveau de 317 logements, plus PLAI, mais on a également d'autres produits de logement social qui sont à notre disposition, notamment les prêts locatifs sociaux, les PLS, qui permettent effectivement à des investisseurs de pouvoir acquérir des logements, les mettre en location à des conditions de loyer qui sont préférentielles, et donc à des personnes dont les revenus sont plus limités. Et puis, on a un nouveau produit qui est déjà présent depuis quelques temps, et qui est donc le prêt social locatif accession, qui est donc le PSLA,
et qui permet à des ménages modestes d'acquérir leur logement en les sécurisant dans leur accession. On y reviendra. Et l'action 3, c'est développer l'accession sociale à la propriété. Justement, on est, je ne sais pas si on reviendra plus avant. Donc, non, je vais peut-être expliquer à ce moment-là. Donc, les PSLA. Donc, les plus PLA, vous connaissez, c'est vraiment les produits classiques. Ce que l'on fait, c'est que l'on développe des partenariats étroits avec les bailleurs sociaux, de façon effectivement à définir, dans la mesure où la communauté urbaine est délégataire des aides à la pierre, de façon à définir avec eux les modes de programmation, les attributions de droits organisme par organisme, les spécialisations des programmes, de façon à pouvoir préparer le plus en amont possible les programmes, les préparations de projets, la désignation des architectes, de façon à les associer de façon la plus étroite possible en amont, de façon que les planifications se fassent de façon les plus efficaces. Les PLS, on est sur des produits qui sont plutôt à la demande. Je vous rappelle, parce que je ne l'ai pas encore dit, que le PLU prévoit des règles de mixité sociale pour éviter la ghettoisation des spécialisations du territoire. Lorsque des programmes de logement privés se font, au-delà d'un certain nombre de logements, on impose en fait dans le PLU d'avoir une part de logement social, ce qu'on appelle la mixité sociale, pour éviter justement d'avoir des résidences trop typées et trop monolithes. Et donc, comme il y a une part de logement social assurée, souvent le PLS est un des outils qui nous permet d'assurer cette mixité. Et puis il y a le PSLA, qui est un autre produit, qui est plutôt à vocation d'ailleurs d'accession individuelle, et qui permet effectivement d'offrir à des ménages modestes des conditions d'accession assez favorables, parce que ces produits bénéficient d'un taux de TVA réduite et d'une phase de location qui permet en fait à la famille de tester sa capacité en fait à acquérir, sachant qu'elle a un certain délai pour déclencher son option d'achat. Donc ça la met dans une situation de location, et finalement s'il y avait un échec, soit un accident de la vie, soit une difficulté de remboursement quelconque, elle pourrait soit ne pas opter pour l'accession, soit demander à la personne qui fait la promotion de pouvoir être relogée dans un logement social. C'est pour ça qu'en fait, ces PC-là, nous souhaitons qu'ils soient mis en œuvre par des organismes HLM qui ont cette capacité justement à pouvoir à la fois offrir le meilleur service au meilleur coût, parce qu'ils ne prennent pas de marge promoteur, et en plus, en cas d'accident, ils peuvent assurer la relocation d'un logement social à ces familles. Pour autant, on a constaté que ces produits-là sont quand même des produits un peu compliqués, parce que finalement, ils nécessitent quand même, c'est un coût, il faut construire, et on est sur des niveaux de prix où tout le monde nous dit qu'au-dessus de 160 000 €, c'est pas facile en fait de trouver des preneurs. Et donc on a été soucieux de ça, et en fait, de façon à vraiment favoriser ce mode d'accession sociale, la CUC qui a proposé en fait de pouvoir bonifier également ce produit par une aide en fait aux ménages accédants, de façon à bonifier le rapport personnel lors de l'accession. Et donc pour cela, il est proposé dans le PLH d'attribuer une aide de 7 000 € par logement à ces bénéficiaires de prêts locatifs, location-accession, pardon. Et donc ce qui est proposé, c'est que cette aide serait divisée à 50% pris en charge par la CUC et à 50% par les villes qui verraient ces programmes sur leur territoire. Je rappelle pour mémoire également que cette logique d'aide en fait au logement a déjà été mise en place dans le PLH1 pour les prêts locatifs HLM, parce qu'on a également une aide qui est répartie à 50-50, de 7 000 € d'ailleurs, qui est à 50-50 par la ville et la CUC. Donc sur cet axe 1, on a un budget prévisionnel d'action à hauteur de 3 615 000 €. Donc le logement, donc ça se répartit sur le locatif social. Donc c'est en fait ça, le simple calcul des 7 000 € que l'on applique aux 317 logements. Ça c'est l'aide au logement HLM. Et puis on a également l'aide au PSLA. C'est donc les 7 000 € multipliés par les 150. On a également un autre partenaire, c'est l'État, qui abonde aussi les prêts, enfin de moins en moins d'ailleurs, mais quand même, qui abonde également les prêts plus et PLAI. Mettre en œuvre les conditions d'aménagement durable au cours du PLH, c'est un axe un peu transversal aussi celui-là. Renforcer et adapter la stratégie foncière de la CUC, oui, parce que c'est important aujourd'hui de ne pas consommer plus de terres agricoles qu'il ne le faut,
Et donc, pour cela, effectivement, on a une stratégie foncière qui est déjà affirmée à travers du plan d'action foncière qu'on a mis en œuvre et qu'on va continuer à mettre en œuvre. Et donc, pour cela, effectivement, il faut mobiliser au mieux les terrains que l'on a acquis dans le cadre de ce programme d'action foncière et donc optimiser les densités, ce que d'ailleurs préconise le Scott aujourd'hui. Il faut savoir que la densité observée jusqu'à aujourd'hui était plutôt de l'ordre de 15 logements hectares et qu'on s'oriente aujourd'hui vers des projets nouveaux qui seraient plutôt de l'ordre du double. Donc on est vraiment sur on densifie et donc on crée aussi les conditions de mise en place de services, d'optimisation des transports publics. C'est pas aujourd'hui dans un tissu large qu'on peut peut-être avoir des services optimisés. Donc ça c'est important. Et puis nous, d'un point de vue concret, c'est vrai que ce plan d'action foncière, il faut qu'on le gère parce qu'il s'agit, maintenant qu'on a acheté, il s'agit aussi de créer des flux qui vont permettre de remettre sur le marché ces terrains acquis, de les rendre opérationnels, et puis de s'assurer au fur et à mesure qu'on réalimente le stock pour ne pas retrouver dans la situation où on n'a plus de foncier pour les prochains PLH. Donc on a ce flux à gérer. Et puis on optimise aussi le partenariat qu'on a avec l'EPF, l'établissement public foncier de Normandie, parce qu'effectivement cet outil nous permet à la fois d'acquérir pour notre compte le foncier, de le porter, donc ça nous permet de ne pas l'avoir dans nos charges de compte public, de nos bilans. Et puis, il y a aussi des outils qui sont mis en place par l'EPF, par la région, qui permettent aussi des fois de minorer la charge foncière. Donc, c'est des fonds un peu compliqués, ce qu'on appelle le fonds de minoration foncière. Mais ça permet, pour un terrain qu'on achète 100, de le revendre à des opérateurs sociaux, peut-être 40. Donc, là encore une fois, on favorise, on essaie d'optimiser les coûts fonciers pour permettre d'avoir les coûts de sortie les meilleurs, au bénéfice soit des accédants, soit des bailleurs sociaux. Et puis, toujours dans la même logique également, toujours anticiper, prévoir les modes de développement de l'urbanisme à travers des études amont, de façon que lorsque on met en œuvre des futures zones, on est dans les cartons des réflexions urbaines qui assurent la cohérence du développement, qui assurent l'harmonie, la prise en compte du développement durable, tous ces paramètres qui sont maintenant les fondamentaux des réflexions urbaines que l'on porte et qu'il faut continuer à assurer. Et ça prend du temps, ça se partage. On touche aussi l'environnement des riverains, etc. Et tout ça nécessite concertation, études et partage. Et voilà, encore une fois, il faut anticiper, faire ça bien en amont, de façon à être prêt lorsque c'est nécessaire. Le coût, là, est beaucoup plus modeste. La stratégie foncière, c'est essentiellement la participation au fonds de minoration foncière, parce que ces fonds de minoration foncière sont à la fois alimentés par la communauté urbaine, par les partenaires que sont l'EPF et la région. Et puis, contribuer à la prochaine génération de PLU, c'est réaliser des études. Donc pour le moment, comme on est plutôt riche d'études, on a mis des budgets assez modestes, mais là encore une fois, dans 3 ans, s'il le faut, on recalibrera ce poste. Voilà, je crois que